Amis de la culture, férus des belles lettres, et bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce énième numéro de Beyond Littérature. Ce soir, un grand plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau un auteur ô combien intéressant qui nous visite avec un ouvrage, avec un titre évocateur, on va dire comme ça. L'ouvrage s'intitule « La Renaissance économique de l'Afrique » et en glose, c'est signé « Les signes avant-coureurs d'une puissance en gestation ». L'ouvrage est signé de monsieur Toumba, Bob Matamba, qui est ici avec nous sur ce plateau et nous le disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Vous portez bien, monsieur Bob? Excellent. Vraiment, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. On va rapidement essayer de vous présenter. Vous êtes quand même un monsieur très bien placé dans le monde économique ici en Afrique et même en RDC. Pourquoi pas dans le monde? Et donc, pour vous dire deux, trois mots sur vous, comme il est mentionné ici à la 4e de couverture de votre ouvrage, je rappelle qu'il est publié aux éditions L'Harmattan. Et donc, il est dit que vous êtes né à Kipushi, dans le sud de la République démocratique du Congo, le 13 juin d'une certaine année. Licence d'économie en poche avec la mention distinction, il faut le souligner. Vous renoncez à l'enseignement académique et embrassez la carrière industrielle. À la fois directeur général de la première usine sidérurgique du Congo, dans la bourgade de Maloku, promoteur économique indépendant, directeur général puis président de la filiale d'une société multinationale de téléphonie cellulaire. La longue carrière de Bob Toumba n'a jamais croisé, j'insiste, ni la fonction publique, ni la politique. Actuellement, vous êtes président du Fonds Okapi pour la conservation de la nature en RDC, une structure de la du continent africain, qui a dit la révolution africaine passe ou passera par la restauration de la conscience historique des peuples africains. C'est signé Cheikh Anta Diop. Et donc je ne prends pas cela au hasard parce que vous, l'ouvrage, c'est justement la renaissance économique de l'Afrique. Parlez-nous un peu, monsieur Bob Toumba, de la genèse de cet ouvrage, en fait. Cet ouvrage a été inspiré par la réalité des faits concrets. C'est que il y a 60 années, 6 décennies, que l'Afrique est indépendante. Mais il s'avère sur le terrain concret de l'économie que l'appareil de production est encore orienté, comme à l'époque coloniale, quand nous avions un pouvoir politique colonial et notre économie était inféodée à l'économie des métropolitaines. Or, l'effort qu'on doit faire, comme avait dit celui que vous venez de citer, il faut intérioriser la reconversion économique. Ça signifie orienter notre appareil de production, non pas vers les intérêts outre-mer, mais plutôt vers le marché domestique. Ça signifie il faut domestiquer l'activité manufacturière. Parce que jusqu'ici, nous continuons, comme il y a 60 ans, à être les fournisseurs, la réserve de matières premières, des produits de base pour l'Europe, et nous faisons tourner contre nos intérêts l'industrie occidentale. D'accord. Votre ouvrage, vous êtes, on va dire comme ça, un fervent, on va dire, promoteur, ou celui qui croit fermement comme ça à la renaissance africaine. On va essayer de lire un extrait comme ça de la page 17. Vous dites ici, l'analyse de l'évolution économique du continent africain sur les 2 dernières décennies révèle l'existence de progrès notables, quoique pas homogènes, et met en exergue des pays ayant amélioré de façon durable leur gouvernement. Je prends le 3e paragraphe, vous dites les pays faisant figure de proue sont l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Ghana, l'île Maurice, la Tunisie, le Maroc, le Botswana et le Mozambique. La liste est courte, à l'évidence, soit à peine 15% de 54 pays qui comptent le continent. Je vais comme ça me dire, mais c'est peut-être cet élément-là qui les a faux pessimistes, on va dire, vont essayer de dire, mais écoutez, 54 pays et jusque-là, il n'y a que 15 pays qui font figure de proue. Est-ce que vraiment, ce ne serait pas comme ça, rester utopique pour penser cette renaissance? Il fallait justement souligner ce retard qui est un indicateur de la lenteur du développement du continent. Nous sommes, ce n'est pas un effet du hasard, le continent à la remorque, celui qui est le dernier en matière de développement économique, parce que, pour vous donner un exemple historique, dans les années 60, quand nous avons
acquis nos indépendances. On n'était pas le seul continent libéré. Il y avait l'Asie qui était aussi libérée. Et les deux économies africaines et asiatiques avaient les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que sur une exportation annuelle, 80% étaient constitués de produits de base. Ça signifie de matières premières à l'état brut. Il n'y avait que 20% de la corbeille qui étaient des produits finis, des produits manufacturés, industrialisés. L'Asie a pris conscience de la nécessité de la transformation du socle économique. Aujourd'hui, ils ont triplé la part des produits manufacturés dans l'exportation. L'Asie, aujourd'hui, exporte pour 60% de produits à l'état fini et seulement 40% à l'état de produits bruts. Par contre, nous, non seulement nous sommes restés dans le carcan de 80-20, on a même un peu empiré. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, là où l'exportation, les exportations représentent 95-98% de la corbeille. Ça signifie qu'il y a même un recul. Voilà pourquoi les 15 pays sur les 54 qui donnent l'exemple d'une bonne orientation, ils méritent d'être portés en épingle. Mais après, parmi ces 15 pays-là, on ne voit pas du tout celui que tout le monde reconnaît comme étant la gâchette de ce continent même, la RDC. Mais ça viendra, il ne faut pas être pessimiste. Mais à chaque élève, son tour d'être premier. D'accord, on l'espère bien, on l'espère bien. Et comme ça, vous, quelque part, là, vous parlez, vous soulignez en disant que tout ce potentiel ne pourra profiter au continent qu'au travers d'une stratégie communautaire. Et vous vous invitez comme ça à l'Union africaine. Donc l'Union fait la force. Mais après, vous reconnaissez aussi qu'il y a une sorte de profusion, comme ça, des regroupements régionaux et que cela constitue ou constituerait comme ça des obstacles au développement de ce continent. Comme on dit, il faut savoir capitaliser sur l'expérience des autres. Comment est-ce que l'Europe est devenue forte aujourd'hui? C'est en créant l'Union européenne, qui est à la fois politique et économique. D'ailleurs, elle est plus économique que politique. Et si l'Union européenne accuse quelques faiblesses, c'est dans le manque de coordination politique. Par contre, l'Union africaine n'est que politique et n'est pas encore économique. Ça signifie encore là, nous avons raté l'essentiel. Parce que, pour vous donner une idée chiffrée, l'ensemble des économies africaines, l'ensemble de la production annuelle de toute l'Afrique ne fait même pas le quart de la production de la Chine. Donc nous sommes des petites entités. Quand on nous met côte à côte, on peut trouver une force dans ce qu'on appelle l'union fait la force. Mais si nous voulons évoluer individuellement, nous sommes vraiment des micro-économies. Et nous éloignons les chances de sortir du sous-développement. Il n'y a que par l'union économique qu'on peut s'en sortir. Mais on va dire comme ça, il y a plusieurs regroupements sous-régionaux qui constituent comme ça des unions économiques. On a pour ceux de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne, donc l'Afrique du Sud, la SADC, on a l'UEMOA, mais tout cela, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas de fruits ou de produits. On ne voit pas de fruits parce que le cachet politique l'emporte sur la volonté économique. Dans toutes ces unions, une union économique est basée avant tout sur la mobilité des capitaux, la mobilité des hommes, la mobilité des ressources. Or, les pays africains se caractérisent par une répulsion réciproque. Les renvois des voisins par masse. Il n'y a pas mobilité, il n'y a pas un facteur d'échange humain. On ne peut pas échanger si les gens n'ont pas la liberté de traverser les frontières. Une union économique, une union douanière doit commencer par baisser les frontières, aussi bien pour les marchandises, pour les capitaux financiers que pour les hommes. Or, l'Afrique est encore jalouse de son indépendance, alors il y a des petites rivalités contre-productives et qui ne permettent pas la soudure économique. Par rapport à la course contre la montre aujourd'hui, que peuvent donc être les signes que vous avez pu repérer comme ça, étant considérés comme étant avant-coureurs pour l'Afrique? Voilà, il y a des pays, je ne vais pas les citer, la liste est un peu longue, où on met un effort particulier aujourd'hui pour transformer sur place tout ce qui sort de l'agriculture. Au lieu de vendre les arachides à l'état brut, on préfère fabriquer des tablettes de chocolat avec les arachides locales en mettant le cacao et d'autres ingrédients. Et nous avons beaucoup de production d'arachides. Mais vous ne verrez pas une tablette de chocolat produite au Congo et où on met des pépites d'arachide, ce qui serait bon. Et si jamais vous en trouvez sur le marché, c'est que c'est importé. Donc vous voyez, cette volonté d'intériorisation
de la production. Parce que la richesse d'une économie, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est l'additif de la manufacture. Si vous vous contentez du tandem exportation matière de base et importation produit fini, vous allez finir dans le mur. Il faut commencer à vouloir produire localement et n'exporter que le produit à l'état fini. Donc la production doit avoir comme finalité d'abord le marché intérieur. Il faut produire pour consommer localement et éventuellement n'exporter que le surplus. Ce que j'aime dans votre écriture, c'est qu'il y a de ces phrases-là que vous écrivez, en tout cas, directement. Vous ne voulez pas aller du dos de la cuillère. Notamment comme ça, lorsque vous concluez, il y a une partie où vous écrivez ceci. On ne devrait jamais importer de cure-dents dans un pays forestier. La RDC, c'est un pays forestier et qui, voilà, 50 ans après, continue d'importer des cure-dents. Vous qui êtes Congolais, ça vous fait comment, en fait? Mais ça me scandalise. Ça me choque, ça me heurte. Quand vous allez dans les alimentations au Congo, à Kinshasa, vous vous croyez dans une alimentation à Bruxelles ou à Paris, à un produit prêt. Ici, on importe tout, les huiles, les arachides, le sel, les cure-dents. Mais quelle est la part de l'industrie locale dans les rayons des alimentations? C'est presque inexistant. Ça signifie que nous n'avons pas encore maîtrisé notre environnement économique. C'est pour ça que nous sommes sous-développés. La faute serait toujours rejetée aux politiques ou bien à vous, aux économistes? Moi, je ne cherche pas qui a tort, qui a raison. Moi, j'ai fait le constat des lieux. Moi, j'ai fait l'état des lieux, je tire les conclusions, mais c'est une invitation à la réflexion. Ce qui manque dans nos pays africains en général, dans tous les pays sous-développés, en règle générale, c'est l'absence d'une pensée économique. Il n'y a pas une pensée économique congolaise où il y a un consensus sur les grandes voies pour sortir de l'ornière du sous-développement. La pensée économique vient du choc des idées, des échanges sur les différentes théories possibles de développement. Mais s'il n'y a pas ces échanges, on ne parvient pas à construire une pensée économique locale que tout le monde suivrait, qui conduirait à l'établissement d'un plan stratégique de développement qui serait bien sûr endossé par le pouvoir politique, entre autres qui sortirait sous forme d'une loi. Parce qu'il ne peut pas y avoir de plan stratégique de développement qui ne soit pas coulé en forme de loi. Et parce que quand c'est une loi, ça devient exécutoire et opposable à l'exécutif. À ce moment-là, on voit la responsabilité des politiques. Mais si jusqu'ici les politiques s'activent sans avoir une feuille de route à caractère impératif national, on a beau les accuser, mais ils gesticulent en l'air. Je vais continuer toujours un peu à taquiner comme ça les points du côté des politiques. On le dit avec le régime actuel, le pouvoir actuel, que la RDC tend ou serait pays émergent d'ici 30 ans. Et vous, en étant économiste et avec les réalités actuelles du pays, qu'est-ce que vous dites? Est-ce possible? Avons-nous comme ça les signes avant-coureurs pour que la RDC devienne aussi pays émergent d'ici comment? 15 ans. D'abord, oui, 15 ans et pas 30 ans. Parce que je vois dans la littérature locale, on dit qu'on sera émergent en 2030. L'émergence, c'est un état des lieux qui a comme caractéristique la maîtrise des infrastructures. Et les infrastructures sont de 3 ordres. Il y a les infrastructures physiques, que tout le monde connaît, les routes, les ponts, les aéroports, les ports. Il y a les infrastructures énergétiques, l'indépendance énergétique, la maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'électricité. Si vous n'avez pas ces deux maîtrises-là, je ne vois pas comment vous allez émerger. Parce que la manufacture, l'industrie tourne avec un courant régulier, sûr et total. Et il y a la troisième catégorie d'infrastructures, sont les infrastructures numériques. Il faut que la communication passe, la bande passante, la sécurité de la connexion. Si vous avez les infrastructures physiques, énergétiques et numériques, alors vous êtes dans les starting blocks pour être émergent. Mais si vous n'avez pas la maîtrise de ces 3 branches d'infrastructures, vous n'êtes pas encore prêt pour le démarrage. Donc la RDC, en tout cas, actuellement, n'est même pas. Je parle en académicien. D'accord, oui. On vous a si bien compris. On va prendre peut-être un élément qui m'a un peu tiqué, pas choqué, mais tiqué. Page 39, vous présentez comme ça le classement des pays africains par PIB. Un classement qui a été dressé par le FMI et qui, dans ces classements, j'ai retrouvé
La RDC classée 54e pays, donc le tout dernier sur la liste. Ouais. C'est un classement qui a été produit en 2011. Donc je voudrais savoir, avec vous, économiste, auteur de cet ouvrage intéressant, La Renaissance économique de l'Afrique, si nous restons toujours sur cette position-là, voilà, on va dire combien 5 ans après. En fait, on bouge un peu, on bouge de façon fébrile, mais il n'y a pas un changement radical. Et pourtant, nous avons tous les éléments, nous avons tout le potentiel pour prendre même la tête du classement. On a entendu que l'RDC a été saluée, on censé être bon élève du FMI, qu'on a bondi de quelques 3-10 places. Oui, mais pour arriver où? On est toujours dans le peloton arrière, c'est ça le problème. Donc moi, je souhaite à ce pays de faire des bonds fantastiques, de bondir comme un léopard. Mais ce n'est pas en étant tantôt 64e ou 62e ou même 59e. Non, nous devons être dans la première moitié du classement. Nous avons tout pour ça, les ressources humaines, le potentiel économique, la dimension géographique. Donc des petits soubresauts fébriles, c'est pas ça qui va changer notre destin. C'est pas ça qui va changer notre destin. Ouais. Nous nous demandons est-ce qu'il y a actuellement de think tank économique ici en RDC. C'est ça qui manque justement, parce que s'il y avait un think tank économique, on aurait tout simplement aujourd'hui un plan. Est-ce que nous avons une planification de développement? Est-ce qu'il y a un plan quinquennal? Des stratégies. Oui, parce que s'il y a un plan, on doit le trouver partout. Un plan, ce n'est pas quelque chose qui est dans les tiroirs d'un ministère. Un plan doit partir de la base, de toute la société civile. Tout le monde doit participer à un plan. Les plans s'élaborent par la base de la pyramide et ne montent au sommet politique que pour avoir une sanction. Et un plan n'existe que quand il est coulé en force de loi. S'il y a un plan de développement, donnez-moi cette loi-là. Donc il n'y a pas. Donc nous gesticulons économiquement sans plan. C'est comme quelqu'un qui fait une course mais qui ne connaît pas la trajectoire. Ou bien un bateau qui est sans cap et sans capitaine. Malheureusement. Oui. Je vous rappelle le titre, mesdames et messieurs, l'ouvrage est intitulé La Renaissance économique de l'Afrique, le signe avant-coureur d'une puissance en gestation. Il est signé par le professeur Bob, qui dit le directeur Bob Ntumba Matamba, préfacé par le professeur Yokalié Moudaba, une belle préface en tout cas, et publié comme ça aux éditions L'Harmattan. L'ouvrage est déjà disponible ici à Kinshasa et où peut le retrouver Dans les grandes bibliothèques, au Grand Hôtel, par exemple, vous trouvez ça. Si vous allez au Grand Hôtel, il y a une bibliothèque. Vous allez trouver tous mes ouvrages, pas seulement celui-là, oui. les antécédents et puis celui-ci, le dernier. Le dernier, il est intitulé, je rappelle le titre aussi, La priorité agricole, RD Congo, Afrique. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, nous vous aurons prochainement pour parler de ces sujets, parce que c'est très intéressant. Vous avez parlé ici de la RDC, pays forestier qui continue d'importer des cure-dents, malheureusement. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau, M. Bob. Peut-être un dernier mot de votre part? Si je dois ajouter quelque chose, c'est un appel à la conscientisation de l'ensemble des cadres de ce pays, de l'ensemble des animateurs socio-économiques pour prendre bâtir d'abord le cercle économique. Merci beaucoup, M. Bob. En tout cas, merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà, ça n'est donc fini ici, ce soir, pour cet énième numéro de Bio en littérature. Nous avons reçu sur ce plateau M. Ntumba Bob Matamba, auteur de cet ouvrage intitulé La Renaissance économique de l'Afrique, le signe avant-coureur d'une puissance en gestation, publié aux éditions L'Harmattan, préfacé par le professeur Yoko Lié Moudaba. Donc vous pouvez les retrouver, comme a dit l'auteur, partout dans les grandes librairies du pays. À vous aussi qui écrivez, si vous êtes intéressé à venir passer sur ces plateaux pour échanger avec vous en tant qu'auteur, n'hésitez pas à nous contacter au travers du numéro qui passe de temps en temps au bas de vos petits écrans. Nous vous recevons avec le même plaisir. D'ici là donc, portez-vous très bien et bonne lecture chez vous. Merci.